Anna. Nous-mêmes, dans la sous-région, n'oublions pas qu'on fait partie des zones les plus pauvres. Absolument. Nous sortons d'une crise de la pandémie. Donc les États, les nations sont en train de se relever petit à petit. La résilience n'est pas encore complète. Le Mali est un pays qui est en face à des irrédentistes du Nord, à une guérilla, à des djihadistes. Il a subi donc l'épidémie de la Covid-19 et ensuite nous venons de subir malheureusement encore les conséquences d'une guerre qui est très lointaine, mais dont les conséquences sont si proches de nous et même en nous. Donc pour toutes ces raisons, nous ne devrions pas utiliser cette arme ultime, notamment dans un pays qui est un pays enclavé. Et donc je pense que même quand on fouille très bien dans les textes des Nations Unies, en tout cas un pays qui est enclavé, qui n'a pas de débouché sur la mer, ne doit pas subir d'embargo. Cela veut dire que la CEDEAO n'a pas respecté ces textes. Je le crois très sincèrement. Et ce qui est grave, c'est qu'on est en train d'ajouter quelque chose de très dangereux, c'est-à-dire que de l'amalgame. Ça devient qu'on est dans un environnement tellement obscur. Parce que si la CEDEAO a pris une mesure que je ne partage pas, mais encore à la limite de mes responsabilités et de mes connaissances, mais qu'ensuite, quand vous prenez une décision, c'est que vous devez avoir un lieu de recours. Le seul lieu de recours pour un pays, en tout cas pour n'importe quelle décision, même si c'est supranational, c'est le tribunal. Alors nous avons au niveau de l'UEMOA une appréciation du tribunal. La Cour de justice qui a demandé à la CEDEAO de suspendre. Et ce qui est grave, c'est que la CEDEAO a tenu une session pour dire qu'elle n'applique pas la décision de la CEDEAO. Ça veut dire que ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on ne sait plus à quel sens se vouer dans cette sous-région-là. Nous avons des organes qui prennent une décision, notamment qui l'ont élargi à des domaines de compétences qui ne sont pas prévus, parce que le blocage des fonds au niveau des banques centrales pose problème du point de vue juridique. À ce qu'on sache, je pense qu'on ne pouvait pas étendre, la CEDEAO n'a pas compétence à agir sur une institution qui est indépendante de tout gouvernement. Et ensuite, l'autorité suprême, si on est dans le droit, qui demande à ce que ces sanctions soient levées jusqu'à on étudie dans le fond le dossier et que l'institution supranationale refuse, ça veut dire que c'est une très mauvaise leçon. C'est que le cas précis du Mali nous renseigne justement sur le flou total qu'on est en train de vivre. Parce que si c'est pour des problèmes de légalité qu'on s'est attaqué au Mali et que c'est le même problème de légalité, la CEDEAO refuse d'appliquer les décisions de la justice, moi j'ai des problèmes en tant que simple citoyen jusqu'à ce qu'on m'éclaire. Voilà un peu mon ensemble de raisons. Il n'y avait pas que la CEDEAO, il y avait également l'UEMOA qui avait pris des sanctions. L'UEMOA a voulu, parce que vous savez, la CEDEAO c'est 15 pays, à l'intérieur il y a l'UEMOA. Mais au moins la Cour de justice de l'UEMOA a eu le courage de dire on suspend. Pour donner une bonne leçon, à donner l'exemple aux États et aux citoyens, on aurait dû suivre cette décision et demander à ce que l'affaire soit revue dans le fond. Mais malheureusement, ce refus de la CEDEAO ne me semble pas être le meilleur exemple pour combattre justement pour combattre l'inconstitutionnalité de la prise du pouvoir au niveau du Mali. Voilà un peu sur cet aspect juridique ce que je peux vous dire. Absolument, mais on avait pensé quand même avec 6 mois d'embargo que le peuple malien sera au bord de l'asphyxie, mais c'est le contraire qu'on a vu, un peuple très résilient qui a su faire face à ces sanctions. Absolument, madame, et ça c'est la deuxième leçon. Nous avons tous été surpris parce que je fais partie de ceux qui pensaient que le Mali allait s'écrouler. Tout le monde l'a pensé. Mais vous savez, il faut faire très attention avec les voisins. Il faut toujours chercher la paix chez les voisins. Nous avons eu avec le Mali des relations vraiment ombilicales, le peuple malien et le peuple sénégalais. Mais n'oublions pas que chez certains Maliens, le souvenir de l'éclatement de la Fédération Mali reste vivace dans beaucoup d'esprits. Et donc ça, le Sénégal, je sais que le Sénégal ne pouvait pas se soustraire à une décision communautaire. Ça, je le sais très bien. Mais on aurait pu se donner, peut-être que le chef de l'État l'a fait. C'est pour ça que quand je parle de l'ensemble des instances de la CEDEAO. Parce que je ne sais pas qui a dit quoi, qui a fait quoi, c'est une décision communautaire. Donc, quelle que soit votre bonne volonté, vous ne pouvez pas échapper à cela, de discipline. Mais je dis simplement que nous avons l'essentiel de notre économie avec le Mali. Nous apportons un espace économique qui est la CEDEAO. La CEDEAO, c'est un marché qui regroupe donc 15 États, mais pour y accéder, il faut passer par le Mali. C'est-à-dire que couper nos relations avec le Mali
c'est couper nos relations avec le marché communautaire. Et c'est là où on a fait beaucoup de mal aux entreprises sénégalaises et aux hommes d'affaires sénégalais. Nous reviendrons sur certains aspects pour dire que ce n'est pas évident. Ça a laissé des traces. Il faut saluer la décision, ce qui s'est passé. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que... Finalement, c'est le Mali qui a gagné. Disons, en tout cas, ils ont appris, ils ont démontré à la face de tous que c'était un peuple résilient. C'est un peuple pauvre, enclavé, qui a très peu de ressources, en tout cas en termes d'exportation, sauf le coton, l'or, etc. Mais c'est un peuple qui a su, malgré l'enclavement, rester debout et lutter. Et ça, c'est extrêmement important. Je vous rappelle, madame, qu'il y a une vingtaine d'années, le Mali, tous les dirigeants maliens faisaient le tour des États qui avaient des ports pour demander à avoir des possibilités de sortie. C'est pour ça qu'on a les EMAS de Dakar et tout ça. Ils cherchaient des entrepôts pour pouvoir, comment ça s'appelle, faire venir en tout cas les biens exportés ou importés ou exportés. Chacun faisait la fine bouche. Et le Mali a su faire ce qu'on nous enseigne quand vous êtes dans le management, transformer les difficultés en opportunités. Le Mali s'est arrangé pour avoir partout des entrepôts, multiplier les possibilités de sortie et à faire une sorte d'étoile. Au lieu d'aller maintenant faire la cour à tous ces pays qui ont des sorties, qui ont des ports, ce sont tous ces pays que vous voyez chaque année faire 2 ou 3 missions pour aller demander au Mali d'être toujours présent chez eux. Et ça, le Mali nous a appris. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais abuser de sa position de domination économique. La deuxième chose que je voudrais quand même vous rappeler, madame, c'est que nous sommes les grands perdants. Je laisse les côtés juridiques, diplomatiques. Ça, mais je dis le Sénégal ou la CEDEAO? Le Sénégal. Parce qu'il faut étudier la zone. Je vous dis que l'essentiel de nos exportations, nos importations passent par le Mali. On a un marché de 15 pays, mais dans ces 15 pays, nous sommes adossés à des pays au pouvoir d'achat très faible. Nous sommes adossés à quoi? À la Guinée-Bissau, à la Guinée-Conakry, au Mali, à la Mauritanie, qui ne font pas de la CEDEAO, mais sont membres apparentés. Et voilà, tous les autres pays qui ont voté cet embargo, notamment les 2 grands pays, que sont le Nigeria et les 3, Nigeria, Côte d'Ivoire et Ghana. Si on étudie leur environnement économique, ils ont énormément de possibilités de commercer avec des pays à haut revenu. Le Nigeria, ce n'est pas le Mali qui va faire flancher son économie. La Côte d'Ivoire a des ressources immenses. Le Ghana peut commercer avec la Côte d'Ivoire et avec le Nigeria. Mais nous sommes les seuls qui avons été coupés des circuits commerciaux. Ça veut dire que nous avons été les plus grands perdants. Nous avons perdu beaucoup de milliards parce que 80% des exportations maliennes passaient par le port de Dakar. Exactement. Maintenant, est-ce qu'avec ça, on a vu que le Mali a beaucoup appris? Il a su contourner le port pour aller voir d'autres... la Mauritanie et l'Algérie. Est-ce qu'à l'issue de ça, le Mali ne va pas revoir ses relations entre le Sénégal et... Et vous avez parfaitement raison. Ça veut dire que d'un pays sûr, une voie naturelle de commerce, un partenaire naturel, on risque de passer à notre niveau, d'être un pays moins sûr, un partenaire moins naturel. Ce n'est pas pour rien qu'à Nouakchott, à Mauritanie, les gens sont en train de faire des extensions de leur port. C'est pour recevoir des marchandises à destination du Mali ou vers le Mali, ou qui sortent du Mali. Ils ont fait des gros événements et il y a eu des visites donc des autres autorités maliennes vers Nouakchott qui en a profité. Et donc il va tenir à son os. Nous avons la Guinée. La Guinée, ce n'est pas un pays riche, mais c'est un pays qui a un port qui est le port pour moi le plus dangereux et les gens ne font pas attention. C'est un port à eau profonde, parce que c'est un pays qui exporte des minéraux. Donc les plus grands bateaux du monde aujourd'hui, transport des conteneurs, ils ont besoin d'eau profonde. Si la Guinée se réveille un jour et arrive à mettre en valeur son port et son économie, c'est sûr que la préférence risque de se placer de Dakar ou d'Abidjan vers le Mali. D'autant plus que c'est un peuple qui sont très, très liés. En troisièmement, on a vu que même Alger a ouvert ses portes. Donc, et en économie, on dit en commerce, on le sait très bien, il est plus facile de gagner un nouveau client que de retrouver un client qu'on a déjà perdu. Et donc c'est pour toutes ces raisons que je dis que ça risque de laisser des traces. Et il faut qu'on fasse des efforts. Il faut qu'on double d'efforts. Il faut dès maintenant réparer ce qui est réparable et faire en sorte que la CEDEAO puisse s'ouvrir à d'autres. Ce n'est pas seulement les politiques.
c'est l'économie, c'est la société civile. On doit prendre des mesures au nom des États. Absolument. On a parlé de la CEDEAO des peuples. Oui. CEDEAO des peuples. Il faut que les opérateurs économiques puissent être associés d'une manière ou d'une autre, en sachant la limite de responsabilité à ces prises de décision, qui sont des décisions vraiment extrêmes. Oui. On aurait pu faire autre chose. Ça ne doit pas se faire entre chefs d'État seulement. Absolument, c'est mon Alors, point. vous, en tant qu'opérateur économique, comment est-ce que vous avez vécu cet embargo? Mais nous, on a fait ce qu'on pouvait faire en tant qu'organisation partenaire. Nous avons saisi le chef de l'État pour lui faire part de nos inquiétudes. Je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En tout cas, on lui a envoyé un courrier, lui expliquant un peu, en lui disant encore une fois que nous n'avons pas les légitimités pour parler des décisions au plan politique ou diplomatique, mais au moins, pour ce qui est de l'économie, voilà un peu les conséquences que dès le début, c'est ce qu'on a dit au chef de l'État. C'était notre rôle. Ensuite, nous avons maintenu